Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au Maroc, en avant les millénials. C'est le titre d'Éco-Débat ce soir, mais avant, voici l'édito. Laisse pas traîner ton fils si tu ne veux pas qu'il glisse. À l'aube des années 2000 en Hexagone, ces paroles d'un célèbre groupe de rap présageaient l'avenir incertain des jeunes de banlieue. 20 ans plus tard, chez nous, comme en France d'ailleurs, ces paroles pourraient être adressées à toute la nation. Car le 16 mai 2003, par exemple, des jeunes Marocains ont bel et bien glissé dans les méandres de l'extrémisme dont les caïds utilisent un principe, ou plutôt une attention simple pour les asservir, leur existence. Oui, finalement, à y voir de plus près, ce que la jeunesse désire avant tout, c'est d'exister aux yeux de tous. Dans la foulée, côté exécutif, chacun y est allé de sa stratégie au Maroc, de ses feuilles de route et de ses plans quinquennaux ou décimaux pour sauver les générations futures. Ainsi, celles-ci se retrouvent à leur insu dans un dialogue de sourds ou un monologue d'aveugles. Car la cécité des pouvoirs publics réside dans le fait même de ne pas voir ce à quoi aspirent les jeunes de ce pays. Les a-t-on consultés en 2015 quand l'ancien gouvernement a pensé sa stratégie nationale intégrée de la jeunesse, la SNIJ pour les plus avertis. Je dis bien penser, car cette SNIJ, bien qu'adoptée en Conseil de gouvernement, n'a pas eu le même sort en Conseil des ministres, comme le stipule l'article 9 de la Constitution marocaine. Cette même Constitution dont l'article 33 repose sur un triptyque en faveur des jeunes. Et finalement, on se retrouve avec une jeunesse ultra connectée et des politiques déconnectées qui déversent leur fiel à chaque appel royal au printemps mouvementé. Et par souci d'équilibre à l'intention des jeunes, je finirai avec cette fameuse citation de John Fitzgerald Kennedy. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Aujourd'hui, c'est un débat pour les jeunes, donc, vous l'avez compris, et par des jeunes. D'ailleurs, toutes les personnes sur ce plateau aujourd'hui ont moins de 40 ans. Après, pour la définition de ce qu'est un jeune aujourd'hui, on le verra plus tard. Mais avant, laissez-moi vous présenter les invités qui ont accepté l'invitation d'Éco-Débat. Et tout d'abord, le directeur de la jeunesse et de l'enfance et des affaires féminines auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, Othman Gueye. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat. Merci. En face, Khalid Bouxib, consultant en éducation. Khalid Bouxib, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci. Également sur le plateau, et pour représenter non seulement le patronat, la CGEM, mais également les nouveaux incubateurs pour l'entrepreneuriat jeune. Taoufik Aboudia, fondateur d'un incubateur privé, secrétaire général de la CGEM, la région Marrakech-Safi. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, bon, peut-être qu'on devrait définir ce qu'est un jeune aujourd'hui. Qu'est-ce que représente aujourd'hui un jeune? Est-ce que c'est les 15-24 ans, les 15-34 ans? Othman Gueye, en tout cas, en ce qui concerne le Maroc. Alors, justement, c'est une question très pertinente dans la mesure où la réponse à cette question va nous permettre de définir l'éventail de la population concernée justement par la nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse, par l'ensemble des programmes gouvernementaux, du secteur privé, etc. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc ne dispose pas d'un standard qui nous permet de fixer l'âge de jeunesse, mais bien évidemment, en se basant sur les différents cadres de référence internationaux, on a bâti la nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse sur la tranche d'âge 15-34 ans. Bien évidemment, il est toujours difficile et contesté de définir ces intervalles en fonction des interventions des uns et des autres, en fonction des besoins de la jeunesse, en fonction de son âge. Mais ce qui compte dans ce sens, c'est que la jeunesse n'est que l'aboutissement de tout un processus. C'est la raison pour laquelle, que ce soit au Maroc ou encore à l'international, on parle plus seulement de jeunesse, mais on parle plus globalement des générations montantes, dans la mesure où la jeunesse n'est que la conséquence des étapes précédentes qui, s'ils ne sont pas réussis, peuvent déboucher sur une jeunesse qui n'est pas épanouie, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas à l'aise dans son quotidien. Ce qui m'interpelle dans votre réponse, Othman Gueye, c'est en fait c'est ce positionnement, ce nouveau positionnement du Maroc. Mais in fine, ou peut-être avant de parler de ce positionnement, est-ce qu'on dispose de chiffres récents, d'études sérieuses, crédibles, bien naturellement, cela va de soi, sur la situation des jeunes au Maroc?
Oui, vous, bien en tant évidemment. que département Oui, de la jeunesse. bien évidemment. Aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 11,5 millions de personnes au sein de la population, c'est-à-dire la tranche d'âge 15-34 ans. Bien évidemment, cette population va continuer à augmenter. Son pourcentage aussi par rapport à la population globale va continuer à augmenter. On aura au moins 2 générations supplémentaires, c'est-à-dire Ça, 15... ce sont les chiffres du HCP. Exactement. Mais à part les chiffres du HCP qui remontent à 2012, n'est-ce pas? Non, mais ils sont actualisés avec des extrapolations, etc. Très bien. Et donc, ce qui importe dans ces chiffres, ce n'est pas seulement l'importance du poids de la jeunesse dans la population globale, mais aussi le sort de cette jeunesse. On a un schéma très éparpillé, des profils très différents en fonction de leur sort estudiantin, en fonction de leur activité économique. Mais ce qui importe et ce qui tire la sonnette d'alarme, c'est qu'on a plus de 6 millions de jeunes en situation fragile, avec 4,5 millions de NEETs, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni à l'enseignement, ni en stage, ni en formation. Donc ça nous interpelle en tant que gouvernement et en tant que secteur privé, en tant que société en général, parce que à force de voir cette population en situation de fragilité augmenter dans notre société, cela présente des risques énormes pour toute la nation. Et d'ailleurs, c'est la raison de l'engagement national, je ne dis pas gouvernemental, mais national, commençant par Sa Majesté le Roi, passant par le gouvernement, la société civile, les opérateurs économiques, pour trouver un cadre de référence global pour l'inclusion de la jeunesse dans la construction de cet avenir du Royaume. Nous allons revenir en détail, n'est-ce pas, sur cette politique nationale. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'actualité. Et c'est pour cela qu'on nous parle aujourd'hui, entre autres. Khalid Bouxi, vous avez une expérience dans ce domaine-là. Quelle est votre définition de la jeunesse, justement, puisqu'on parle de jeunesse et aussi de ces chiffres-là et du Maroc, en l'occurrence? Alors, d'abord, j'aurais mieux qu'on en ait une définition commune, parce que quelle a été ma frustration en préparant cette émission lorsque j'ai voulu chercher de la donnée, des chiffres justement sur cette jeunesse, et je n'ai malheureusement rien trouvé, parce que les chiffres que vous me donnez là sont ou bien extraits du HCP, ensuite vous nous parlez de standards internationaux, mais au Maroc on a une jeunesse, on a des jeunesses, et même si les acteurs de la société civile ou bien les privés voulaient contribuer justement à l'épanouissement de cette jeunesse, à son insertion dans le milieu professionnel, à sa formation, à sa mobilité sur le territoire, eh bien, on est un peu démunis par rapport à ça. Donc, je fais partie de ceux qui accueillent avec bienveillance et enthousiasme cette nouvelle. Bon, par les stratégies, moi, je parle d'initiative parce qu'on est parfois, malheureusement, souvent dans des effets d'annonce. Mais je suis quand même dans l'attente de savoir comment, ensemble, puisqu'on n'a jamais eu de données avant, comment on va pouvoir peut-être les collecter, poser des indicateurs et éventuellement pouvoir ensuite se projeter sur la façon dont on va gérer cette jeunesse. Parce que vous avez à la fois parlé de cette définition de jeunes standards, alors vous avez parlé de 18-34 ans, si j'ai bien compris. Ensuite, des NEET. Bon, alors, quel standard on prend? Le standard européen, le standard international, ou bien est-ce qu'on va créer enfin notre standard marocain, voire africain? Alors, je voudrais bien sûr faire réagir mon troisième invité, Taoufik Aboudia, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ces définitions de la jeunesse, vous qui travaillez beaucoup avec ces jeunes. Marocains. Alors, je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Cette définition de la jeunesse, pour moi, elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus vaporeuse. On parle d'un jeune entrepreneur, mais pas nécessairement de quelqu'un qui a les 18 ou 34 ans. C'est quelqu'un qui s'émancipe pour une première fois dans une démarche entrepreneuriale. Et dans ce sens-là, on accepte des gens qui ont des âges beaucoup plus avancés. Cela dit, pour être aussi dans le débat, il se trouve que, oui, à travers notre incubateur, on a été exposé à cette expérience de knowledge management. On a appris sur le tas, on a essayé de comprendre ce que c'est que la jeunesse. Pourquoi sur le tas? Parce que vous ne disposiez pas de data, justement, en ce qui concerne ces jeunes Marocains? Vous mettez vraiment l'accent sur là où le bas blesse, c'est la data. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'avènement des startups dans le monde, on parle de data-driven startups. Et la majorité des données qu'on va trouver sur le marché ne sont ni fraîches ni accurate. Et il m'est arrivé d'accompagner des jeunes start-upers avec de la data qui n'était pas nécessairement à leur avantage. Mais pour revenir très rapidement à quelque chose d'essentiel pour nous, nous qui observons un peu cette effervescence des programmes autour de la jeunesse, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de mixité. Mixité pas nécessairement du genre, mais mixité des âges. Et à chaque fois, au fait, je sors quelque chose de traditionnel. Les Marocains vont
s'y identifier. Je me souviens du salon marocain dans lequel, quand les grands ils sont là, les petits ils sont ailleurs. Et donc ça crée une sorte de no man's land entre la jeunesse et les moins jeunes. Et at the end of the day, on se retrouve avec des projets qui sont pensés par des gens qui sont d'un autre ordre, qui ne sont pas nécessairement marocains. Ils sont cette génération d'Internet, donc qui ne constituent pas un projet commun pour le Maroc, qui constitue éventuellement un projet international. Et dans ce sens-là, ils prennent énormément de risques parce que est-ce que leur projet marcherait dans un contexte local? Et ils prennent du risque parce qu'ils ne sont pas accompagnés de gens qui sont éventuellement en maîtrise du marché local. Donc, si Donc, ce que stratégie... vous dites, en fait, ces gens-là, c'est qui? Quand vous dites des gens qui ont la connaissance du marché local, est-ce que c'est le secteur privé que vous représentez donc, et en l'occurrence ces accompagnateurs de start-up en ce qui vous concerne, la société civile, qui sont ces gens-là? Alors, on a commencé une petite expérience. Elle aussi, c'est un mode, c'est une start-up, puisque c'est un concept qui est en évolution continue. Depuis le début de l'année, on a explosé nos murs et on est parti vers la ville et on a commencé à organiser des meet-up ou des after-work où on accueille des gens. Et je peux juste faire un petit témoignage. J'ai invité cette jeune étudiante qui était en 2e ou 3e année. Et au moment où je lui donne l'URL pour qu'elle s'inscrive sur l'événement, elle revient vers moi en toute humilité. Elle me dit « Mais Tsofer, c'est peut-être un peu trop grand pour moi ». Et c'est juste incroyable. Et quand je lui affirme qu'elle aussi, elle est émergente, elle aussi, elle a son mot à dire, ça m'a coûté peut-être 10 secondes et quelques mots. Et au final, elle a été l'un des acteurs ou des actrices majeures de la soirée et donc de cette émergence de la jeunesse. Nous, c'est le patronat, puisque je représente la CGM, en tout cas la CGM Marrakech-Safi. Nous, c'est les entrepreneurs qui ont fait un peu de kilométrage. Nous, c'est les institutionnels qui connaissent les lois, qui savent plus ou moins quelles sont les démarches étatiques ou la réglementation, où est-ce qu'elle va. C'est un ensemble et ça ne peut pas être un seul corps. Encore une fois, pour réussir, il faut qu'il y ait un écosystème, mais vraiment Très bien. fertile. Fertile et puis complémentaire finalement. Absolument. Khalid Boussib. Oui, je partage ce que dit mon voisin, c'est que cette définition doit vraiment inclure cette mixité et je pense que les deux mots qui doivent accompagner cette stratégie sont coordination et harmonisation. Harmonisation parce que si on pense jeunesse et mixité, c'est sur tout le territoire marocain. Et quand on parle de coordination, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que tous les acteurs doivent être présents, et tous les acteurs, aussi bien institutionnels et privés, mais aussi toutes les catégories de la jeunesse au Maroc. Alors, parce que nous avons évidemment une jeunesse différente de Tanger à Marrakech ou bien Casablanca. Ce n'est pas unifié finalement, même si on voulait harmoniser une stratégie, en fait ce que vous dites, c'est que cette stratégie doit être plutôt régionalisée, c'est cela? Elle doit être régionalisée. D'abord, harmonisée au niveau du territoire sur les objectifs et les indicateurs, mais ensuite régionalisée avec les spécificités de chaque région sur le bassin de l'emploi, sur la spécificité culturelle, l'attractivité du territoire et même la partie foncière, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, je voudrais, juste, comme ça on close ce chapitre des chiffres, rappeler que 20% des jeunes au Maroc sont au chômage. Bien sûr, ce sont là les chiffres du HCP. 1% seulement adhèrent à un parti politique et 10 à 15% des jeunes de 15 à 34 ans au Maroc participent à la vie associative. Donc déjà, pour une représentativité, ça va être un peu délicat d'intégrer finalement ces jeunes dans la prise de décision. Cela fait partie, n'est-ce pas, de cette politique nationale intégrée pour la jeunesse. Alors, avant de parler de cette politique, il y a les Assises de la jeunesse en 2011. Juste pour rappel pour nos téléspectateurs. En 2017, Initiative nationale intégrée pour la jeunesse du Conseil économique, social et environnemental. La même année, Stratégie nationale intégrée pour la jeunesse, ou la SNIJ, du gouvernement Benkiran. 2 ans plus tard, le nouveau gouvernement propose à lui sa politique. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une initiative, mais ils ont choisi le terme politique nationale pour la jeunesse. Alors, Asman Guel, sur le fond, en quoi ces 3 approches sont-elles différentes? Alors, c'est une très bonne question dans la mesure où il va nous permettre d'éclairer un certain nombre de points. Alors, d'abord, la politique nationale intégrée de la jeunesse ne s'inscrit pas dans une logique de rupture.
Au contraire, c'est l'accomplissement de l'ensemble de ces démarches et de ces rencontres, de consultations, etc. Mais d'abord, il faut mettre l'accent sur 3 points essentiels très importants. Premièrement, il y a les discours de Sa Majesté qui ont appelé le gouvernement à élaborer une nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse. Il y a deuxièmement la Constitution du Royaume qui a mis en exergue les droits de la jeunesse et la nécessité de les inclure dans la vie de la nation. Et troisièmement, il y a bien évidemment l'ensemble de l'effort de plaidoyer, des mémorandums qui ont été présentés tout au long de cette période et qu'on a actualisés aussi, qui ont été présentés par les acteurs associatifs, les ONG, les jeunes, etc. Donc finalement, sans oublier bien évidemment les engagements du Royaume au niveau international, les conventions internationales en matière de droits de l'homme et le cadre de référence d'élaboration des politiques nationales dédiées aux jeunes. Donc c'est un mix important qui intègre la jeunesse en termes de conception et de proposition de solutions et qui s'inscrit en harmonie avec le cadre de référence législatif et constitutionnel du Maroc. L'idée finalement, c'est quoi? C'est d'offrir à la jeunesse et par la jeunesse une nouvelle offre, un cadre de référence, un document politique qui permet de faire converger l'ensemble des interventions publiques en matière de jeunesse, mais bien évidemment tout en faisant participer les jeunes, que ce soit au niveau central ou encore au niveau régional. Là, je reviendrai à la question de la territorialité, parce que la nouvelle politique nationale intégrée, c'est là un privilège, c'est qu'elle est basée sur 2 fondements importants. C'est l'intersectorialité. C'est la première fois que le Maroc dispose d'un document qui va permettre de faire converger l'ensemble des actions à destination des jeunes. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, à travers... Intersectorialité, enfin, le chiffre, en tout cas, il fait très futuriste, si ce n'est, en tout cas, Quel chiffre? Ambitieux. Pardon, le mot. Oui. Le terme. Intersectorialité, comment? On a constaté aujourd'hui que les différents acteurs publics font ou déploie beaucoup d'efforts à destination des jeunes. Mais l'ensemble de ces efforts, l'ensemble de ce programme ou de cette stratégie manque de cohérence et d'harmonie et de synergie, ce qui réduit leur efficacité. Et donc l'idée, c'est de faire converger l'ensemble de ces programmes et de ces stratégies en misant sur les synergies possibles, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau du déploiement ou au niveau de l'atteinte des objectifs recherchés. Deuxième axe et deuxième fondement très important, c'est la territorialité. On a imaginé au niveau de la gouvernance de cette politique un schéma de gouvernance qui allie à la fois réflexion, correction et prise de décision avec la participation des jeunes sur le plan local, provincial et régional, pour qu'on puisse avoir justement cette connexion entre le local et le territorial avec le central et pour que les solutions qui vont être proposées puissent émaner de la réalité des jeunes, bien évidemment avec la participation des élus. Est-ce que les acteurs locaux et élus sont outillés? Est-ce qu'ils ont déjà le savoir-faire pour vous transmettre cette information? Justement, ça c'est un exercice que tout l'État marocain est en train de vivre avec la nouvelle dynamique de la déconcentration et de la décentralisation. Il faut qu'il y ait renforcement des capacités des élus, des jeunes aussi, pour qu'ils puissent contribuer activement à l'élaboration de ces solutions sur le plan local, pour qu'ils puissent remonter au gouvernement et au comité interministériel et au forum de la jeunesse qu'on a prévu justement dans cette nouvelle politique intégrée de la jeunesse. C'est un forum national dans lequel seront représentés à la fois les jeunes, les conseils et institutions constitutionnelles, conseil de l'enseignement, conseil consultatif de la jeunesse, conseil national des droits de l'homme, avec l'ensemble des départements ministériels concernés, avec la participation aussi de la CGEM et des opérateurs privés. Donc Donc en fait, cette politique, donc le premier chantier prioritaire, c'est d'organiser un forum pour les jeunes. Ça, c'est un schéma de gouvernance. Très bien. L'idée que je voulais expliquer, c'est que pour la première fois, nous avons une politique dédiée aux jeunes qui n'est pas l'affaire du gouvernement seulement. Cette nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse, c'est l'affaire du gouvernement, mais c'est aussi l'affaire des jeunes, du secteur privé, des instances constitutionnelles, de l'ensemble des parties prenantes. Très bien. Je voudrais peut-être faire réagir... Et cela émane bien évidemment de la complexité de la thématique de la jeunesse. C'est la complexité de cette thématique qui a imposé justement cet appel à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent contribuer, que ce soit au niveau national ou encore sur le plan local. Et déjà, puisque vous avez évoqué les discours du souverain, en 2012 déjà, et bien avant, il avait appelé à élaborer des stratégies
intégrée et multidimensionnelle. Alors maintenant, en 2019, on pense finalement à une politique, quand vous dites, comment, transsectorielle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Khalid Bouc, c'est peut-être une réaction, et puis je poserai la question plus tard. Alors, j'ai plein de réactions en fait, parce que moi je trouve le titre séduisant et le programme a l'air assez alléchant, mais parce qu'on a parlé de mixité tout à l'heure de la jeunesse, ces forums ou ces grands projets, ces grandes concertations ou discussions que vous voulez mettre en place, et dans ces forums, on ne retrouve pas toute la jeunesse marocaine. Donc on a déjà ce premier problème, c'est que j'ai bien compris que tous les acteurs, en tout cas étatiques ou institutionnels, vont être mis à contribution. Mais le jeune en face, nous qui sommes sur le terrain, ce qu'on a envie de savoir, c'est avec quels outils, ou de quelle façon, quels arguments on va pouvoir donner aux jeunes pour pouvoir les ramener vers ces structures-là. Parce qu'eux ne le savent pas. Et pour avoir parcouru quelques forums, je pense que c'est votre cas aussi, à vous aussi, on ne les retrouve pas, ces jeunes-là. On trouve une partie de la jeunesse qui est informée, éduquée, employable, mais ces forums ne répondent pas toujours aux questions de toute la jeunesse marocaine. Donc comment, avec tout cet outillage, toute cette feuille de route qui, encore une fois, a l'air très très belle, comment on va faire en sorte de parler à toute la jeunesse marocaine? Bon, vous voulez peut-être répondre? Enfin, oui. Maintenant, c'est vous qui posez les questions. Oui. Je vous en prie. Allez-y. Si je peux juste enrichir la question. Ou l'étonnement, parce que la oui, philosophie démarre par l'étonnement. J'espère qu'on est en train de philosopher dans le sens où on cherche la vérité pure. Il y a un problème chez l'acteur du privé que je suis ou là que je représente à développer des stratégies de très long terme et de éventuellement entrer en tunnel pendant une année, 3 ans, 5 ans, le temps de développer une stratégie. Quand on a lancé notre incubateur, mon associé, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Est-ce que tu penses que ça va marcher ?» Je lui ai dit « Il faut qu'on teste ». Et donc on a testé, et le lendemain, on a compris qu'il y avait le moyen de rassembler des gens. Le surlendemain, on avait qu'il y avait des difficultés pour certains à payer certaines choses. Le surlendemain, on a compris qu'on pouvait aller au-delà, qu'on pouvait revenir. Donc on a fait des itérations. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité et qui, je ne vais pas faire de topo sur l'agilité, mais c'est le sujet contemporain de l'économie partout au monde. Et qui dit économie, le management politique, il essaye de s'inspirer assez souvent des révolutions dans le management économique. N'y a-t-il pas moyen de révéler de manière agile, spontanée même, en acceptant l'erreur, en acceptant la défaite, une certaine partie de ce programme ou de ces programmes-là, qu'on les teste sur plusieurs régions, qu'on les teste sur plusieurs catégories de jeunesse et qu'on remonte avec des KPIs et qu'on améliore au fur et à mesure. Parce que, comme disait Khadija tout à l'heure, il est très compliqué aujourd'hui de rester dans un environnement de confiance à parler de stratégie de 2030, 2050, 2025. Honnêtement, les gens, quand ils viennent me voir, je leur dis on va parler de la stratégie de cette année. Parce que personne ne sait ce qui va se passer réellement. C'est la spécificité justement de la nouvelle approche, c'est qu'il n'y a pas de date butoir. Ce n'est pas 2015-2030 comme ça a été le cas en 2015. Vous parlez de politique nationale intégrée pour la jeunesse. Et pas de stratégie. Et pas de stratégie. Oui. Quelle est la nuance en fait? C'est une grande nuance dans la mesure où ce document... Il est consultable? Oui, ce document. oui. Où? Ce document, je vais y revenir par la suite. Non, mais où? Parce que j'ai pas trouvé en fait le On va le publier très prochainement. D'accord, très bien. Immédiatement. Autant pour moi. Alors, la spécificité de ce document, c'est qu'il ne s'agit pas justement d'une stratégie, mais c'est une politique générale. Et au niveau de la classification constitutionnelle, il y a une nette différence entre les deux. Une politique générale comme la politique nationale intégrée de la jeunesse, qui a été voulue par Sa Majesté dans le discours de 2017, est un document de référence qui transcende les gouvernements. Ce n'est pas une stratégie sectorielle et ce n'est pas une stratégie gouvernementale. C'est une politique générale qui engage l'ensemble de la nation pendant plusieurs gouvernements. Et par voie de conséquence, ça va être déployé immédiatement sur pas mal d'axes de travail par l'ensemble des acteurs de la nation. Mais elle dépend de qui, justement cette politique? Qui va la mener? Si vous c'est dites le gouvernement, qu'elle est... bien évidemment. Mais vous dites qu'elle est au-dessus du gouvernement. Oui. Or, elle dépend d'un département ministériel du gouvernement. Et vous dites qu'elle va survivre au prochain gouvernement. Non, il ne dépend pas d'un département, parce que si vous dites qu'elle dépend d'un département, cela reviendrait à la considérer comme une stratégie sectorielle. Nous, on est le secrétariat de mise en œuvre de cette politique nationale intégrée. Et j'insiste encore une fois, c'est qu'il s'agit d'un document qui doit être porté par le privé, par les jeunes, par la société civile et aussi par le gouvernement. À l'image des assises de la fiscalité. Exactement.
Parce Donc, que c'est un projet de la nation et non pas un projet gouvernemental. Très bien, mais ni le privé, ni les associations ou acteurs de la société civile ne peuvent déposer des lois ou ne peuvent élaborer des lois. Donc ça relève du travail du gouvernement. Bien évidemment, chacun à son niveau, je vais il donner va un petit contribuer à la exemple, réalisation. si vous Brièvement, permettez. pour passer à la pause et puis on continue la discussion. On parle encore une fois de management opérationnel. Il y a un RACI et je sens depuis tout à l'heure que les acteurs ne sont pas définis. Ou alors quand on va lancer la patate chaude vers les entrepreneurs ou le patronat, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Au moment où vous avez dû l'entendre pendant les dernières semaines, le patronat souffre d'un tas de choses et il espérait se faire entendre dans les assises de la fiscalité. Aujourd'hui, on va devoir gérer le chômage, ou on va devoir gérer la jeunesse qui a un dessin perturbé. C'est complexe et compliqué, à moins de venir avec des carottes, à moins de venir directement aujourd'hui me dire écoutez, vous avez une prime sur chaque stagiaire lycéen qui vient dans votre entreprise. C'est nous qui mettons d'abord l'axe légal, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de disposition légale pour accepter des gens dans certaines mesures, et un axe économique pour qu'on puisse faire l'effort, parce que récupérer l'un de mes cadres dans mon entreprise, l'engager quelques heures par semaine à encadrer un jeune de ce type-là, coûte à l'entreprise. Donc il faut que quelque part, quelqu'un fasse quelque chose. Et je dis ça, mais je suis solidaire, évidemment, de cette démarche qui est nationale, qui est chauviniste, absolument. Mais il faut définir un RACI. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde a finalement son grain de sel à apporter. Je ferai réagir mon troisième invité juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Vous regardez Éco-Débat, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission, cette émission que nous consacrons aujourd'hui aux jeunes, à cette nouvelle politique intégrée pour la jeunesse marocaine qui vient d'être donc présentée. Alors avant la pause, il était question justement de cette nouvelle politique, comment elle a été pensée, qui y participe finalement. Alors on a eu peut-être une description brève de cette politique intégrée, nationale intégrée pour la jeunesse, par le directeur de la jeunesse présent sur ce plateau. Alors, on voit clairement qu'il y a une volonté, en tout cas du privé, parce que Tawfiq Aboudia, qui représente justement la CGM, a clairement défini peut-être quelques recommandations, n'est-ce pas, pour intégrer, ne serait-ce que dans le marché du travail, cette jeunesse marocaine. Il y a également comment cette politique a été pensée. Mais selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, on a une approche politique inclusive de cette jeunesse? Justement, moi, sans épiloguer sur cette définition ou cette différence entre politique et stratégie, pour être sur le terrain depuis un peu plus de 10 ans, une politique n'a de sens que si elle est adossée aussitôt à une stratégie et à des objectifs. Et d'ailleurs, dans la politique, j'ai eu le privilège de travailler avec différents partis politiques au Maroc, que ce soit de la coalition. Tous ont une stratégie de jeunesse intégrée, mais on y retrouve les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on a de grands effets d'annonce, de très beaux programmes, avec de belles définitions, de belles affiches, mais concrètement sur le terrain, on n'a rien. Et les grands oubliés, les principaux oubliés sont justement une partie de cette jeunesse à qui on ne sait pas parler et qui, elle, ne se reconnaît pas dans un discours politique. Aujourd'hui, on est en train de débattre entre professionnels du secteur, mais eux sont dans l'attente d'avoir une stratégie qui leur parle à eux. Et eux aussi, la principale préoccupation de la jeunesse, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, quand on leur donne une politique, quand on leur dit que pour le moment, il n'y a pas de stratégie, bon, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est une belle annonce encore, mais concrètement, dans 2 ans, je fais quoi? Dans 5 ans, je suis où? Quelles études je devrais faire? Pour quel métier et dans quelle région je devrais m'orienter pour pouvoir travailler, quoi. Il y a... je reviens sur ce point vraiment qui m'interpelle, sur le fait que cette politique va transcender le gouvernement et c'est-à-dire les prochains gouvernements. Tout d'abord, comment? Est-ce qu'il y a une loi cadre dans le pipe? Si oui, quels sont les autres départements qui sont impliqués? Donc, vous avez parlé des autorités territoriales. Quels sont les autres Justement, pour rebondir sur une question relative au temps de réalisation, au délai, au horizon temporel, nous, on est conscient de la question de la temporalité. Ça, c'est un document de moyen terme, bien évidemment, moyen-long terme. Mais en même temps, ça va être déployé par un ensemble de stratégies, plans d'action et mesures
avec des indicateurs bien définis, avec aussi des horizons temporels à respecter. Et donc, on est bien évidemment dans les normes. Maintenant, pour ce qui est des partis, vous savez... Non, je ne parle pas de parti politique avec vous. C'est peut-être votre, Oui. votre ancienne casquette pour le parti politique. Non, je parle vraiment du fait que on parle de ces... vous dites que si cette loi cadre, peut-être il y a une loi cadre dans le pipe, vous avez acquiescé quand je l'ai dit. Non, j'ai dit qu'il y aura un programme exécutif de Très cette bien. politique nationale intégrée, avec des mesures, des programmes, des projets, avec des horizons temporels. Est-ce que ces horizons temporels vont au-delà de ce mandat gouvernemental, par exemple? Oui, bien évidemment. Très bien. Bien évidemment. Alors comment être sûr que le prochain gouvernement va se maintenir sur cette politique? Ça, c'est un engagement, comme je l'ai dit, de la nation et de l'ensemble des forces vives, y compris le secteur privé et les jeunes. Mais c'est comme pour la réforme de l'éducation, ça a été aussi un contrat avec la nation, avec les plus hautes mais on n'avait pas sphères de l'État. Mais pour ce qui est de l'éducation, au moins pour la Charte nationale pour l'éducation et la formation, on n'avait pas une loi cadre. Voilà, donc il y aura une loi cadre pour la jeunesse. Il y aura l'ensemble des mécanismes qui vont permettre l'effectivité de l'exécution de cette politique. Je ne comprends pas. Alors sans loi, comment? Non, justement, vous avez parlé des régions, par exemple. La politique nationale intégrée prévoit des contrats État-région qui va définir le cadre d'action sur le plan territorial avec chaque région à part en fonction de ses propres besoins, en fonction de sa propre réalité. D'accord. Et donc, premier chantier? Premier chantier, c'est le programme exécutif que je viens d'expliquer. Très bien. Et donc, la première action concrète sera? La définition de ce programme exécutif et on va passer bien évidemment à la conclusion des contrats État-région. Et qui implique en fait tous les acteurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Bon, je me tourne vers Khalid Boukhsib de par votre expérience en France et au Maroc. Il y a des similitudes certainement puisque le Maroc a calqué beaucoup de ses stratégies sur le modèle français. Quelles sont les similitudes, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse, les failures, les échecs peut-être, et aussi les initiatives qui ont réussi? Alors, c'est toujours intéressant quand on parle de similitudes de mettre en valeur les points positifs. Alors, je parlais par exemple, en France, on a un dispositif qui s'appelle la mission locale, qui gère les jeunes de 16 à 25 ans, éloignés de l'emploi, déscolarisés ou bien en réinsertion. Au Maroc, on a quelque chose comme des maisons de la jeunesse, je crois, qui sont divisées par région, secteur. Mais en voulant calquer le modèle français, j'ai plutôt l'impression qu'on a récupéré plus les erreurs que les bénéfices. Et ça s'en ressent jusqu'au mode d'urbanisation de nos villes. D'abord, on a de belles structures, mais derrière, pas d'outils et pas de gens formés pour parler à cette jeunesse. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer des réceptacles où on va récupérer les jeunes, pour pouvoir les guider, les informer, les orienter, les outiller aussi, leur donner des outils de projection. Les outils de projection, ça va être quoi? D'abord de la formation, qu'ils puissent quand même comprendre le tissu économique ou l'environnement de leur région. Ça, c'est ce qu'on a sur le papier, c'est ce qu'on a pris de la France, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a appliqué ici. Et l'autre problème qu'on a copié justement de l'étranger, c'est cette urbanisation massive. On a extrait les gens des villes. Déjà, cette jeunesse, elle a l'impression d'être déconnectée d'une partie du Maroc. Maintenant, on l'a extraite physiquement des villes. On les a mis en périphérie des villes, dans de grands ensembles qui vont concentrer toute cette misère sociale avec encore moins d'interlocuteurs à qui parler pour savoir où s'orienter, où se diriger, voire s'informer tout simplement. Donc malheureusement, on a surtout pris les mauvais points, bien plus que les leçons qu'a appris la France de par sa politique de la jeunesse ces 40 dernières années. Si vous deviez faire un benchmark par rapport aux pratiques qui sont courantes ici au Maroc et d'autres, de par votre expérience également. Peut-être que je vais mettre un spot comparer de temps en temps. C'est pas plus mal. Non, au contraire, c'est ce que l'humain fait au quotidien avec les autres individus ou avec les autres groupes. Et on apprend des autres et on accélère notre apprentissage en regardant l'expérience des autres. Moi, je suis tenté de répondre à cette question sur une fréquence bien particulière, bien définie, c'est celle de l'incubation. Et sur celle de l'incubation, c'est-à-dire cette institution privée ou pas qui essaie d'apporter un écosystème aux jeunes, elle a été, me semble-t-il, faite de manière barbare, de manière erronée, même par nous. On avoue notre échec à plusieurs égards. C'est que
nous pensions avoir de l'autre côté un client qui était prêt, un consommateur qui était prédisposé, et on s'est retrouvé à perdre notre énergie, à faire de l'essaimage et à faire de la culture, de l'entrepreneuriat ou de la prise de participation ou de la prise d'initiative, etc., etc. Et c'est un tout petit peu là où ça dérange de faire le benchmark, mais pas de notre côté, du côté du client de l'incubation, c'est que le jeune, il se voit exactement dans le même mérite qu'un Anglais ou qu'un Américain qui s'est fait doter d'un seed, enfin d'argent, d'un fonds de démarrage, et qui s'est fait rapidement accompagner, et que le marché a porté comme un prince jusqu'à arriver au Nasdaq ou au grand marché financier. Et il se trouve qu'on perd notre célérité et notre énergie à faire le travail qui est censé être porté par l'organisme étatique ou par les organismes privés concernant l'éducation. Et donc, si je devais faire le benchmark, c'est ce mauvaise interprétation du rôle de l'incubateur dans sa relation avec l'incubé ou avec le candidat de l'incubation. Et n'en déplaise aux autres incubateurs, je pense qu'on a plus ou moins tous la même conclusion depuis 4 ans, 5 ans qu'on essaye d'exercer ce métier. Il y a quelque chose à faire avant, il y a quelque chose à faire pendant, et il y a quelque chose à installer sur nos régions, sur nos localités, qui soit différente de ce qu'on voit ailleurs. Donc on n'a pas nécessairement le bon modèle à aller récupérer une marque d'incubation de quelque part et essayer de l'instaurer. De l'appliquer, oui. Oui, enfin, je rejoins ce que dit mon collègue, c'est qu'on peut s'inspirer mais pas copier, parce qu'il ne faut pas oublier nos spécificités justement culturelles, et l'exemple des startups est un très bon exemple. Le mindset marocain n'est pas le même que les compétences sont les mêmes, le mindset n'est pas le même, et la particularité culturelle de notre pays fait qu'on ne peut pas uniquement le copier, il faut l'adapter aussi. Il faut l'adapter. Et juste pour faire une petite parenthèse philosophique, c'est qu'au final, quand on parle de cette jeunesse, et la majorité, au fait, elle est rêveuse plus d'économie que d'autre chose. Ils ne pensent pas nécessairement à autre chose en dehors de créer leur projet et gagner et s'empiffrer, etc., etc. Au fait, je pense que l'État dans sa globalité, ça peut être la famille, ça peut être le gouvernement, a un effort à faire à redéfinir le bonheur du citoyen. Parce que c'est ça ce qui va nous permettre de rapidement adapter les moyens aux faits, aux états de fait. Qu'est-ce que vous dites par bonheur? Parce que si juste, par exemple, si on revenait, ne serait-ce même pas au bonheur, mais sur l'indice de développement de la jeunesse, le Maroc est au 120e rang des 183 pays que compte cette échelle. Donc on est vraiment en bas de Et encore heureux. Et encore heureux. Et encore heureux. Voilà. Mais je pense donc qu'on là, se comment vous sacrifie pouvez parler pour, de bonheur alors que même dans cet indice de développement qui compte, on va dire, la base, donc là, c'est vraiment... ce sont des indices, enfin c'est un indice qui regroupe finalement des éléments simples comme la santé, l'accès à l'éducation, à l'information, enfin... Finalement, vous me parlez de bonheur. Enfin, c'est très philosophique, en effet. Mais je suis désolé, c'est un peu ma déformation. Relatif. Oui, tout est relatif. Oui, justement, je vais rebondir et puis je reviens à Khalid. sur ça. Sur le premier point relatif à la communication, deuxième point relatif au bonheur. Dans cette nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse, on a tout un axe réservé à la communication. En fait, ce qu'on a constaté d'après les études sur lesquelles on a travaillé pour l'élaboration de cette nouvelle politique intégrée, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment notre jeunesse. Notre jeunesse est très hétérogène, il n'est pas homogène, il n'est pas un bloc homogène avec des caractéristiques bien définies, au contraire. Et cela soulève un problème d'intervention publique, mais aussi un problème pour les autres interventions du secteur privé et autres. D'où l'approche développée par cette politique, c'est le ciblage objectif. Et là, je vais revenir à l'idée du bonheur. C'est-à-dire que cette politique est axée sur une approche de ciblage objectif qui tient compte de la spécificité de chaque catégorie de jeunes en fonction de ses besoins, en fonction de ses priorités. D'ailleurs, le bonheur est très relatif en fonction de votre situation. Est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous êtes un chercheur d'emploi? Est-ce que vous êtes déjà quelqu'un d'actif, un salarié ou un fonctionnaire? Et donc, il faudrait trouver des réponses pour chaque catégorie pour justement assurer cet épanouissement de la jeunesse marocaine.
C'est bien beau ce que vous dites en fait. Et c'est intéressant parce que il y a beaucoup de similitudes avec, avec cette initiative nationale intégrée pour la jeunesse. Cette fois, elle nous vient du CESE, donc du Conseil économique, social et environnemental, qui a, en 2017, publié un rapport bien détaillé d'une centaine de pages, dont je dispose d'une copie ici. Beaucoup de ce que vous dites, est-ce que justement, votre département s'est inspiré un peu de cette étude? Parce que quand même, ça serait dommage qu'on ne s'inspire pas et qu'on n'en fasse pas référence de toutes ces études qui Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites au Maroc. Notre communication avec le Conseil économique social est permanente. On a travaillé aussi avec le Conseil économique pour l'élaboration de cette feuille de route. Il y avait des séances d'écoute pour les responsables du ministère. Et en plus, lors de l'élaboration de cette politique, on s'est basé, bien évidemment, que ce soit sur ce rapport ou sur l'ensemble des autres rapports des instances nationales et internationales. Alors, parmi les principes directeurs, je reviens à cette étude parce que je n'ai pas les détails de la politique intégrée, n'est-ce pas? Donc, il y a la participation effective des jeunes dans la prise de décision. Comment? C'est à travers la multiplication et la création d'espaces de participation de jeunes, que ce soit pour leur politique qui leur sont dédiés, ou encore pour la prise de décision dans les autres secteurs. Et à ce titre, je dois rappeler que pour la mise en œuvre et l'élaboration de cette politique intégrée, il y avait la participation, il y aura toujours la participation de plus de 17 départements ministériels. Ce qui veut dire que pour l'ensemble de ces départements, ils se sont engagés à faire participer les jeunes dans la prise de décision pour l'élaboration de l'ensemble de leurs interventions. Combien de maisons de jeunes compte le Maroc aujourd'hui? 500. 500? Oui. Comment sont-elles structurées? Alors ça, c'est un autre axe d'intervention de la politique, parce que ce qu'on a constaté dans le diagnostic, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de l'offre d'épanouissement, d'encadrement des jeunes. Et donc, on est en mesure aujourd'hui de renouveler l'offre publique à destination des jeunes, chose sur laquelle, au niveau sectoriel cette fois-ci, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on y travaille pour renouveler, régénérer l'offre de ces établissements et régénérer même le mode de gestion pour qu'ils puissent devenir plus participatifs. On ne veut plus faire de ces maisons de jeunes, de ces foyers féminins, de ces installations sportives des espaces gouvernementaux. Au contraire, on veut les faire approprier par les jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes créer du contenu et les gérer pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins et à leurs propres attentes. Et vous avez une stratégie pour ça? C'est ça justement l'essence de la participation qu'on entend dans cette politique. Donc c'est à intégrer cette jeunesse dans... Exactement. Très bien. Peut-être une réaction, messieurs, avant que je passe au deuxième point. L'idée, c'est de révolutionner ces établissements et qu'ils ne servent plus de plateforme pour le déploiement d'un programme étatique, mais plutôt d'un espace de création, d'innovation pour les jeunes et géré par les jeunes. Et vous avez un budget pour cela? Exactement. De combien? Les budgets ne manquent pas, c'est les approches qui peuvent manquer. C'est bien dit. Oui, et l'essentiel, c'est d'innover en termes de process, de gestion, de management et de participation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, oui. Pour revenir justement à la question de la communication, les jeunes ont besoin à la fois qu'on leur communique un nouveau discours, qu'on leur communique une nouvelle approche, mais aussi qu'on puisse écouter leurs attentes et leurs aspirations pour qu'on puisse y répondre. Très bien. Khalid Bouxi. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que quand vous parlez des maisons de la jeunesse, c'est qu'à aucun moment vous avez parlé d'outils. Il y en a 500 dans tout le Maroc, on ne sait pas qui les dirige, comment sont formés ces gens, et surtout à quoi ils sont formés. Est-ce que ce sont des réceptacles ou des fouloirs où je viens quand je suis jeune, je peux jouer à la console, faire un peu de sport, ou me retrouver tout simplement parce que ça me fait un point de rencontre? À aucun moment vous avez parlé d'outils. Je vais faire la comparaison, parce que tout à l'heure on a parlé de la France. Dans ces structures qui s'appellent les missions locales, eh bien, on a des conseillers en insertion professionnelle, des conseillers d'orientation, des gens qui font le lien entre ce qui pourrait être l'équivalent de l'ANAPEC, entre l'offre territoriale d'emploi et surtout, tout à l'heure on a parlé de bonheur, moi je parle plutôt d'aspiration et d'épanouissement de la jeunesse. Parce qu'encore une fois, comme cette jeunesse elle est multiple, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Vous avez ceux qui voudraient juste avoir un emploi pour prendre un logement, ceux qui aimeraient qui ont plutôt des ambitions matérielles parce qu'ils voudraient acheter une voiture, ou ceux qui voudraient tout simplement avoir les moyens de scolariser leurs enfants, de se soigner correctement, etc. Donc moi, vraiment, ce qui m'inquiète, ou ce qui m'étonne aussi, l'attente que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est à quel moment est-ce qu'on va parler d'outils,
de formation de ces gens, d'accompagnement et surtout de coordination sur tout le territoire. Parce qu'avec quand même 500 structures, ce serait dommage qu'il n'y ait pas une coordination, une harmonisation des moyens, des outils et de la formation des personnes qui sont chargées de diriger ces structures. C'est l'un des axes justement de l'initiative. C'est les 3 principes directeurs. Donc vous avez parlé, c'est intéressant parce que c'est la gouvernance cohérente et intégrée au niveau territorial et national. National et territorial. Donc là, encore une fois, je reviens juste à cette initiative. Peut-être que c'est peut-être la même approche aussi par rapport à cette développé politique. tout à l'heure. Voilà, c'est cela. Contrat État-région. Très bien. Alors, j'aimerais juste rebondir sur l'intervention de notre ami concernant la gestion des maisons de jeunes. Lorsque j'ai parlé de la nouvelle approche, elle intègre l'ensemble de ce que vous avez signalé, c'est-à-dire à la fois le contenu, mais aussi le mode de management. Jusqu'à aujourd'hui, vu qu'il n'y avait pas justement cette convergence entre les différents intervenants, on avait des maisons de jeunes qui fonctionnaient avec les propres moyens du ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, justement, avec cette convergence, on a comme nouvelle approche de faire intégrer l'ensemble des parties prenantes, le secteur privé, les employeurs, etc. Tout le monde va se retrouver au niveau de cette maison de jeunes. On a même pensé à une maison de jeunes virtuelle qui va permettre aux jeunes d'accéder à l'ensemble de l'information institutionnelle qui concerne son parcours. Qu'il s'agisse des bourses, de l'éducation, de l'orientation, des services de santé, des services de mobilité, de transport, d'hébergement, etc. Il aura un portail dans lequel l'ensemble de l'information institutionnelle sera disponible, chose qui va lui faciliter la tâche. Donc on essaie, entre autres, de combiner à la fois entre le programme physique, mais aussi d'aller là où les jeunes sont finalement. Il faudra faire un tout petit peu attention à... Et là, je vais choquer peut-être ma petite tribu des gens du digital. Il faut faire attention à concentrer certaines initiatives sur que du digital, parce qu'au final, dans un pays comme le nôtre, avec les 11 millions et quelques de jeunes que vous avez cités tout à l'heure, tous n'ont pas accès ou pas de la même façon à Internet. Je ne parle pas d'accès à la 4G ou à la 3G, je parle d'accès à la culture d'Internet et la disposition à recevoir sur le même piédestal l'information et interagir avec cette information. Et j'en vois autour de moi, et j'en vois qui viennent même de niveaux assez spectaculaires comme certains ingénieurs, mais qui n'ont pas nécessairement les atouts, les soft skills pour parler dans une langue, pour répondre dans une langue, et ils se voient rapidement coupés de cette initiative ou ces approches-là. J'allais juste faire une petite doléance à cette politique, c'est quand demain vous allez lancer, soit refondre les 500, soit lancer davantage de maisons de jeunes ou autres, essayez de partir vers le testing et le continuous testing. Donc vous n'allez pas imaginer quelque chose qui va faire le bonheur de tous, ça c'est clair et certain. Essayez d'adopter du A/B testing, comme ce qu'on fait aujourd'hui dans le digital. Il y a une page web pour la rendre performante, on la lance avec 2 versions et on voit comment est-ce que le public l'aperçoit et on récupère à travers des indicateurs là où on a été le plus performant et à ce moment-là on réplique et quand bien même on a répliqué, on continue à tester de nouvelles choses. Apprenons de la Finlande qui, au moment où elle prend une place de leadership sur l'éducation sur le plan mondial, elle continue à lancer des classes où elle teste des choses, où elle teste des programmes. Elle n'arrête pas là où elle est. Et ça, c'est des gens qui sont quand même je pense, soit les premiers, soit les deuxièmes dans le monde. Peut-être que ça a été basculé par Singapour l'année dernière. En indice de développement de la jeunesse. En qualité de l'éducation, en performance de l'éducation. Donc il ne faut pas se féliciter très rapidement d'un résultat, quel qu'il soit. Il faut continuer dans du kaizen, de l'amélioration continue, et il faut croire que les jeunes à qui on parle aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on va voir dans 5 ans. Et je peux Alors vous justement, dire quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut de cette politique? C'est une question qui peut paraître naïve, mais qu'est-ce qu'on veut? L'objectif central de cette politique, c'est d'assurer l'inclusion réussie de la jeunesse dans la société et sa contribution à la construction de l'avenir de ce pays, en fonction de sa situation, en fonction de sa catégorie sociale, en fonction de sa position économique ou de son ancrage social ou territorial. Et là, si on devait parler d'un objectif vraiment court-termiste, ce serait quoi?
Il n'y a pas un objectif court-termiste, il y a un ensemble d'actions déployées en fonction des axes. Dont la première est de poser le programme exécutif. Exactement. Il y a une date d'échéance ou pas? D'ici un mois. D'ici un mois. Oui. Très bien. Bon, alors, il nous reste 5 minutes, messieurs. Peut-être que c'est les 5 minutes de recommandations que Tawfiq Haboudia a clairement ouvertes, n'est-ce pas, cette dernière partie pour les recommandations. Mais juste avant, je voudrais qu'on parle de gouvernance. Donc, vous parlez de gouvernance, d'un nouveau mode ou modèle de gouvernance. Par qui et comment? Justement. Sachant qu'on ne veut pas de rupture dans votre politique, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité, mais on veut changer ce mode de gouvernance. Exactement. Ce mode de gouvernance, comme je l'ai signalé tout à l'heure, est basé sur une nouvelle approche qui concilie à la fois l'intersectorialité et la territorialité. L'intersectorialité en intégrant l'ensemble des parties prenantes, les 17 départements ministériels, le secteur privé, les représentants des jeunes, les instances et institutions constitutionnelles, avec bien évidemment la société civile, et un ancrage territorial, une relation contractuelle État-région avec des commissions régionales, des commissions provinciales qui vont permettre de faire remonter l'information du bas vers le haut, mais aussi de les faire décliner, de les faire exécuter de retour. Vraiment une recommandation en une phrase, je suis désolée, parce que là, on va déborder. En une phrase, il faut créer le réflexe jeune. C'est que le jeune qui sort de l'école ou qui est encore à l'école se dise « je sais où aller si je veux savoir où m'orienter, trouver du travail, me former ou avoir l'impression qu'on s'occupe de moi ». Tawfiq, vous avez déjà donné une recommandation, mais un dernier mot. Elle est très philosophique, c'est d'établir, je vais parler en tant qu'acteur du patronat, c'est établir une économie de confiance. Et je pense que certaines démarches ont déjà démarré, par exemple l'accès aux appels d'offres, les offres publiques, mais il y a beaucoup plus que cela à faire et je fais cette recommandation à tout le monde, pas nécessairement qu'au gouvernement, mais aussi aux autres patrons qui sont aujourd'hui les axes de certains secteurs et de viviers autour de nous, qui ne font pas nécessairement tout ce qu'ils peuvent faire vers la jeunesse. Ils ne leur offrent pas nécessairement le ticket vers l'aventure et le ticket vers la prise de participation et de l'initiative. Et tout simplement, ce mot, j'en retiens un de ce que vous avez dit, c'est confiance. C'est rétablir la confiance avec cette jeunesse, envers cette jeunesse et pour cette jeunesse. Merci beaucoup Khalid Bouksib, Tawfiq Haboudia et Athmane Guer d'avoir, en tout cas, éclairci des choses et peut-être donné de l'espoir à ces jeunes qui nous regardent par rapport à leur avenir. Et c'est l'avenir de toute une nation qui jadis a donné naissance à des Ibn Bana, Al-Idrissi ou Abou Bakr ibn Youssouf. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat.